Mesdames, messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe au moins aussi bien que la mienne. Premièrement, avant de commencer cette vidéo où je réponds à vos questions sur le thème du sport et de la nutrition, je tenais à m'excuser pour la qualité de la vidéo d'hier. Il y a pas mal de soucis au niveau de la luminosité. En plus de ça, YouTube a décidé de mal l'encoder, donc forcément au niveau de la vidéo, ça rendait pas top. Donc aujourd'hui, on va faire un effort et se mettre du coup dans cette pièce qui je pense sera la pièce où je tournerai toutes les vidéos à partir de maintenant. Comme ça, j'ai l'éclairage juste ici et il n'y aura plus aucun souci. Donc sans plus tarder, on passe à vos questions. Donc j'ai les questions avec moi directement ici. Et première question de Bastien qui nous demande: est-ce que pour une sèche il faut couper les glucides? Je parle pour un sportif. Ok, là pour le coup je sais pas si tu me poses cette question parce que c'est quelque chose que tu fais, mais bien sûr que non. À aucun moment, pour quelconque diète ou quoi que ce soit, tu vas devoir couper un macronutriment. Les macronutriments, je rappelle, glucides, lipides, protéines. Le but, c'est d'avoir les trois à chaque fois qu'on fait un repas. Et les glucides, c'est quoi? C'est ta source d'énergie principale. Donc imagine si tu coupais les glucides, sachant que couper les glucides, c'est un petit peu compliqué parce que tu en retrouves un petit peu dans les protéines, aussi dans les légumes, dans les fruits. Donc ultra compliqué de ne pas du tout avoir de glucides. Donc c'est carrément impossible ce que tu me dis. Mais si tu réduis ton apport en féculents, je pense que c'est ce que tu voulais dire, tu vas manquer d'énergie et ça va pas être top. En plus de ça, si tu fais un sport comme la musculation, tu n'as pas forcément besoin de glucides avant l'entraînement, mais si tu fais un sport d'endurance, il t'en faut impérativement. Une chose aussi importante, c'est le TEF, c'est l'effet thermique des aliments. En gros, pour te faire simple, quand tu vas avoir une assiette qui est composée des 3 macronutriments, c'est là que ton corps va avoir un TEF qui va être plus élevé, donc tu vas brûler naturellement plus de calories et quand tu veux sécher, c'est pas mal intéressant. Et dernière chose, ce qui compte quand on essaie de perdre du poids, c'est pas le fait que tu vas manger un truc en particulier, c'est le total calorique sur la journée. Si tu es en déficit sur ta journée, nickel. Par contre, si tu es en surplus calorique alors que tu as réduit au maximum tes glucides en ne mangeant pas de féculents par exemple, mais que tu es quand même en surplus calorique, tu vas quand même prendre du gras. Pourquoi? Parce que je vais te parler peut-être un petit peu de choses compliquées là, ça sera vraiment très court, ne t'inquiète pas. On va parler du phénomène de la gluconéogénèse. C'est juste le fait que via des principes qui vont se passer dans ton corps, pour te résumer ça de manière simple, tu vas toi-même créer des glucides en fait pour apporter une source d'énergie à ton corps. Donc même si tu ne consommes pas des glucides, via des procédés qui vont se passer dans ton corps, c'est comme au final si tu en avais ingéré, parce que par exemple pour te faire ça simple, une partie de tes acides aminés que tu vas consommer peut être transformée en glucides via justement la gluconéogénèse. Donc pour résumer ta question qui m'aura pris un petit peu de temps à répondre, pour le coup, non, il ne faut pas couper les glucides, que tu sois un sportif ou que tu sois pas sportif, quand tu veux faire une sèche. Ensuite, on a une question d'Alex qui me demande si la fenêtre anabolique c'est un mythe ou une réalité. Alors non Alex, c'est pas un mythe, c'est quelque chose qui existe et il faut en prendre conscience et l'utiliser à bon escient. Dis-toi une chose, c'est que cette fenêtre anabolique, suivant le fait que tu sois débutant ou plus expérimenté, elle va être plus ou moins longue. Chez un débutant, pour te prendre un exemple, une personne qui va faire une séance de musculation pour la première fois, il va avoir une fenêtre anabolique qui va s'ouvrir où il va pouvoir justement consommer des protéines à ce moment-là de plus de 72 heures. Donc c'est quelque chose qui est ultra large au final, mais dis-toi une chose, c'est que passe très vite de la case débutant à la case pratiquant et plus tu vas pratiquer, plus tu vas devenir expérimenté et plus cette fenêtre va se réduire. Donc si je devais te donner un conseil, c'est dans l'immédiat post-workout, avoir une source de protéines à ce moment-là, comme ça tu es sûr au moins que tu as tout ce qu'il te faut. Ok, troisième question, là on a Jaco qui nous demande: tu penses quoi des produits Herbalife et surtout des coachs Herbalife? Alors pour cette question, je vais te dire exactement ce que j'en pense parce que je suis quelqu'un de très bien placé pour t'expliquer tout ça vu que j'ai développé cette activité pendant 2 ans de ma vie. Donc pour le coup, je vais te répondre avec des vrais arguments. Donc j'espère que ma vidéo va pas se faire sauter parce que je vais donner des vrais arguments. Alors déjà, parlons de l'aspect produit. Pour moi, le gros souci des produits Herbalife, du coup, c'est que c'est des produits à base de protéines végétales. Et que les protéines végétales, au niveau assimilation, c'est pas ce qu'il y a de mieux, surtout les protéines de soja. Après, je sais que c'est vachement controversé, mais moi je te dis ce que je sais. Ça reste des compléments, comme on peut trouver partout dans le commerce, mais la manière dont on va conseiller ça, ça va pas du tout tenir compte de ton apport en vitamines, en minéraux, dans tout ce qui va être micronutrition. Et personnellement, quand je consommais les produits, j'étais totalement surdosé à ce niveau-là. Donc bien sûr que pas assez, c'est pas une bonne chose, mais trop, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc pour le coup, je suis pas assez avancé aujourd'hui pour dire si c'est dangereux de consommer des produits Herbalife. Par contre, je peux te dire une chose, c'est que par rapport à ce que je consomme aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher selon moi par rapport à ce que c'est. Deuxième point que tu me demandes d'aborder, c'est le fait d'être coach Herbalife. Le principal souci que j'ai avec ça, et je m'en suis rendu compte en commençant ma formation à Bayesian Bodybuilding, c'est qu'on est surtout formé à être des vendeurs et pas forcément à être des coachs, malgré ce qu'on pense quand on fait partie de cette activité. Parce que je peux dire que j'ai aidé des gens en ayant zéro compétence. Quand aujourd'hui je vois ce que j'ai appris en quelques mois avec Bayesian, c'est juste une révolution pour moi. Une autre chose que je reproche justement au coach Herbalife, c'est que on prend absolument pas en compte
le passé de la personne en termes d'activité thyroïdienne, en termes de santé métabolique, en termes de troubles alimentaires. Et ça peut vraiment entraîner de graves soucis par la suite parce qu'il faut tenir compte de tout ça, sinon tu te retrouves vite à faire des bêtises. Et pour avoir vu l'état métabolique, si je peux appeler ça comme ça, de certaines personnes après une longue consommation, ça n'a pas été mon cas heureusement, mais je peux te dire que c'était pas joyeux parce que j'avais encore la chance de consommer ça en tant que complément et pas en tant que substitut de repas. Du coup, dernier argument que j'ai par rapport à ça, c'est qu'au niveau du coaching, comment ça se fait, c'est vraiment juste sur la nutrition avec des choses au final très bro science. Par exemple, moi quand j'étais coach Herbalife, je déconseillais les glucides le soir alors que il n'y a rien qui montre que c'est pas bien de prendre des glucides le soir par exemple. Donc voilà, je critique absolument pas les personnes qui font ça, mais si toi derrière ton écran, t'as déjà été démarché pour ça et que tu t'attends peut-être à commencer, si tu as envie de faire de la vente, vas-y, ça peut être intéressant, j'ai appris plein de choses là-dedans. Si tu as envie de faire du coaching et aider les gens, va faire autre chose. Ok, 4e question, Zianou qui nous a posé une question que j'ai pas trop compris, donc j'ai réinterprété ta question si tu regardes cette vidéo, en ciblant tout simplement, est-ce qu'on pouvait prendre du muscle au poids de corps? J'ai dit quoi? Est-ce qu'on pouvait prendre du muscle au poids de corps? Alors pour te répondre, j'espère que j'ai bien interprété ta question. Bien sûr, j'ai fait du poids de corps pendant extrêmement longtemps. Je te laisse aller voir juste ici au niveau du petit i ma vidéo transformation où je parle de ça. En fait, si tes muscles sont suffisamment sollicités pour entraîner une hypertrophie musculaire, tu vas développer ta masse musculaire parce qu'avant tout, ça se passe par le développement de la force. Plus en fait tu vas développer ta force, plus tes muscles vont grossir parce que ça va être un besoin qu'ils vont avoir. Donc c'est idéal pour les débutants qui n'ont pas fait de sport parce que forcément, même quand tu vas faire des pompes, ça va solliciter tes muscles. Après, plus tu vas évoluer et plus il va falloir faire ce qu'on appelle une surcharge progressive qui est beaucoup plus simple en musculation parce que tu peux rajouter des poids au fur et à mesure, tout simplement. Pour le cardio, parce que tu en parlais un petit peu dans ta question, le cardio c'est vraiment, je pense, pour les personnes qui aiment ça. Moi je me force pas à faire du cardio parce que j'aime pas ça. Tu vas juste en fait dépenser des calories. Donc je suis pas assez renseigné pour dire exactement ce que ça sollicite comme muscle, mais en tout cas sur une séance de musculation, tu vas quasiment brûler au final autant de calories en sollicitant vraiment ta masse musculaire. Et pour les personnes qui aiment le cardio et qui vont à la salle et font leur séance de muscu et du cardio après, je vous le déconseille parce que c'est pas vraiment compatible en fonction de ce qu'on fait et comment on travaille. 5e question, on a Thomas qui nous demande le repas idéal selon moi. Alors Thomas, tu sais que je suis un gros mangeur donc je vais t'expliquer ça. Déjà, première chose, c'est s'assurer que tu consommes des produits bio et si possible en circuit court. Circuit court, c'est juste que ça soit fait pas trop loin de chez toi. Par exemple, le lait de brebis que je me prends tous les soirs en pré-dodo. Quand on me demande comment j'ai fait pour prendre 3 kilos en un mois et demi, Night Games, motherfuckers! Il est fait dans une ferme juste à côté et je le prends sur le marché. Ensuite, il faut voir que ton repas soit suffisamment bien équilibré en macronutriments. Comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir les 3 macronutriments bien répartis au niveau de ton assiette en fonction de tes besoins, tu vas avoir un TEF, l'effet thermique des aliments, qui va être plus élevé. Donc forcément, tu vas brûler un petit peu plus. Et surtout, faire aussi un repas qui te fait plaisir et qui va te rassasier suffisamment. Ok, 6e question, on a Quentin qui nous demande une question qui a été coupée, donc je l'ai reformulée un petit peu. Alors, si j'ai bien compris ta question, Quentin, c'était pourquoi parfois on mange sainement, on perd genre 200 grammes et parfois on se fait plaisir et je sais pas si tu disais on perd aussi du poids ou est-ce qu'on prend du poids. Donc je vais te faire une généralité en fait sur tout ça. Déjà, je t'invite à te poser la question de c'est quoi manger sainement. Parce que si tu as une assiette avec, imaginons, voilà, un steak, des légumes et que tu as fait 300 grammes de pâtes, en soi c'est sain parce que tu as les 3 macronutriments, mais 300 grammes de pâtes, je sais plus comment ça fait en termes de calories parce que j'ai arrêté de manger des pâtes à base de farine de blé, mais ça fait un paquet. Donc une assiette qui va paraître saine au premier abord, c'est pas forcément quelque chose qui va te permettre de perdre du poids. Parce que, encore une fois, la perte de poids, c'est juste est-ce que sur ta journée, tu as été en déficit calorique ou en surplus. Ensuite, tu me parles de variation de 200 grammes. 200 grammes, c'est absolument rien. Dis-toi que je me pèse tous les jours à la même heure à jeun le matin. Des fois, mon poids varie d'1 kilo alors que j'ai pas forcément mangé d'une différente manière parce que je mange pratiquement tous les jours la même chose. Donc, te fie pas vraiment à un écart de 200 grammes. C'est peut-être juste que tu as un petit peu plus d'eau dans le corps ou que tu es un petit peu ballonné, surtout si tu consommes des aliments à base de farine de blé qui vont t'entraîner souvent des ballonnements. Donc, de ce côté-là, tu vois, ne prends pas ça en considération. Une chose importante que je peux vous préciser également, c'est le fait qu'au final, un déficit calorique, au-delà d'être juste sur une journée, ça va être au final sur la semaine. Il faut vraiment voir sur la semaine parce qu'il a été prouvé que si tu te fais plaisir le week-end par exemple et que tu comptes plus du tout tes calories le week-end et que tu te fais plaisir à coût de 4000 calories par jour, ça peut très bien ruiner toute ta diète de la semaine et du coup tu perdras pas du poids. J'essaierai de vous retrouver une photo que j'avais vue sur Instagram qui était ultra intéressante par rapport à ça. Je la fais juste ici si je l'ai retrouvée. 7e question, une question de Maxime qui nous demande entraînement polyarticulaire ou en isolation et quelle est leur efficacité. Donc déjà, je vais te préciser Max ce que c'est un exercice polyarticulaire et un exercice d'isolation. Polyarticulaire, comme son nom l'indique, ça sollicite plusieurs articulations. Je te prends l'exemple dans le développé couché, tu vas avoir cette articulation qui va travailler, mais aussi l'articulation de l'épaule quand tu vas faire, tu vois, comme ça.
Alors qu'un exercice d'isolation, je te prends l'exemple du curl biceps, tu vas avoir juste cette articulation qui va travailler pour venir travailler le biceps juste ici. Quand tu veux prendre du muscle, en général, le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de prendre de la force. Donc de chercher l'hypertrophie musculaire. Donc c'est vrai que moi je me tourne beaucoup sur des exercices polyarticulaires parce qu'en général, c'est des exercices où tu peux mettre beaucoup plus lourd. J'ai battu mon record au Romanian deadlift en faisant 8 répétitions à 100 kg, alors que sur un exercice d'isolation, c'est beaucoup plus compliqué de mettre un poids qui va être aussi élevé. Tu vas avoir aussi à ce moment-là une dépense calorique qui va être plus élevée. Et ce que je fais en général, c'est que je complète ensuite mon entraînement. Je commence bien sûr par ces exercices polyarticulaires et je complète ensuite avec les exercices d'isolation, comme par exemple le curl biceps dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et si tu te demandes pourquoi je fais ça dans cet ordre, parce que forcément les exercices polyarticulaires te demandent beaucoup plus de concentration, donc c'est plus simple de les faire au départ. Et ensuite de terminer avec des exercices d'isolation qui vont être un petit peu plus simples. J'espère que j'ai répondu à ta question en tout cas. Et enfin, dernière question de Laetitia qui nous demande: est-ce qu'on prend du poids quand on fait du sport, de la muscu en particulier? Alors Laetitia, j'ai envie de te dire, ça dépend de ta condition de départ. Si une personne commence le sport alors qu'elle a jamais fait de sport de sa vie, forcément ça va être très simple, comme j'ai dit tout à l'heure avec la fenêtre anabolique, de prendre du poids plus rapidement. Par contre, au contraire, une personne qui commence en étant en obésité morbide, en se mettant au sport, naturellement, elle va plutôt perdre du poids parce qu'elle va avoir une dépense calorique un petit peu plus élevée. Dans certains cas, le but recherché va être une recomposition corporelle. Là, je te parle plus de perte de poids, mais dans ce cas-là, par exemple, tu vas perdre du gras au même rythme que tu vas prendre une dose de muscle. Je sais pas si c'est français, mais tu m'as compris. Et là, à ce moment-là, ton poids ne va absolument pas bouger, mais tu opères ce qu'on appelle une recomposition corporelle parce que tu fais chuter ta masse grasse et monter ta masse musculaire. Et ensuite, pour terminer avec ta question, forcément aussi, ça dépend surtout de ton alimentation. Par exemple, moi, à l'heure actuelle, c'est normal que mon poids évolue vu que tous les jours, je suis en surplus calorique. Là, tu vois, je suis à un plafond de quasiment 3000 calories. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que mon corps ait suffisamment d'énergie et j'augmente pratiquement, tu vois, tous les jours les poids que je mets sur les barres. Donc, forcément, ça développe ma masse musculaire, aussi un petit peu ma masse grasse vu que je suis en surplus calorique. Et au final, tu vas perdre du poids si on parle vraiment en kilos tout en faisant de la musculation. Donc ça dépend de beaucoup de choses. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions. J'espère que les personnes qui ont regardé cette vidéo sans avoir posé de questions ont quand même trouvé leur bonheur. C'était un plaisir de faire cette vidéo. On en refera des comme ça parce que ça m'a vraiment plu d'interagir avec vous. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le signifier juste en dessous avec un petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà le cas et on se retrouve dès 18 h demain comme d'habitude. See you!